Ce chapitre est intitulé Intégrale curviligne. C'est le premier chapitre de cette troisième partie qui concerne le calcul intégral. Et on va voir dans le deuxième chapitre les intégrales de surface. On va étudier les intégrales curvilignes suivant 4 sections. Dans la première, on va définir la notion d'un champ de vecteurs. Après, on va entamer la notion des intégrales curvilignes. Et dans la troisième partie, on va parler du théorème fondamental des intégrales curvilignes. Et dans la quatrième section, on va essayer de justifier le théorème de Green dans un domaine simple et qu'on va illustrer à travers un exemple classique. Dans cette première partie, on considère sur ces figures des vecteurs vélocité de l'air qui indiquent la vitesse du vent sur une surface de la Terre. C'est-à-dire, à chaque point de l'air, on peut imaginer le vecteur vitesse du vent, ce qui constitue un exemple d'un champ de vecteur vélocité. Bien sûr, il y a d'autres exemples de champs de vecteurs qu'on peut considérer, appelés champs de force, qui associent un vecteur de force à tout point dans une région du plan ou bien de l'espace. Par exemple, le champ de force gravitationnel. En général, on peut définir un champ de vecteur comme étant une fonction définie sur une partie de point du plan ou bien de l'espace et à valeur dans une partie de vecteur dans V2 ou bien V3 suivant l'ensemble de définition de ce champ. Plus précisément, en considérant un sous-ensemble de l'espace, alors on peut définir un champ vectoriel ou bien un champ de vecteurs comme étant une fonction f qui associe à chaque point de composantes x, y et z un vecteur de dimension 3. Pour illustrer cette définition, on considère sur ces figures deux exemples de champs de force. Par exemple, dans la figure A, le champ de force F associé à tout point de composantes x, y, z, un vecteur sur le plan de composantes y et sinus de x. Et puis dans la figure B, on considère le champ gravitationnel défini par cette expression où la variable x représente un vecteur dans R3, c'est-à-dire de composantes x, y et z. Et k est une constante strictement positive qui représente une certaine grandeur physique. On remarque sur cette figure qu'il s'agit d'un champ gravitationnel concentrique, puisque en chaque point de l'espace, le vecteur est orienté vers l'origine. C'est la notion habituelle d'un champ gravitationnel. On peut également définir un champ de gradient. C'est un champ qui s'écrit sous la forme du gradient d'un champ scalaire. Et puis, on dit qu'un champ est conservatif s'il dérive d'un potentiel, c'est-à-dire s'il existe un potentiel F dont le gradient représente le champ de force F. L'exemple le plus classique qui illustre cette notion d'un champ conservatif est le champ gravitationnel qui dérive de ce potentiel. En effet, il suffit de calculer le gradient de ce potentiel en explicitant les différentes dérivées partielles de f par rapport à x, y et z pour obtenir l'expression du champ gravitationnel qu'on a déterminé dans un exemple précédent. On va entamer maintenant la deuxième section concernant les intégrales curvilignes et on définit une courbe de paramétrisation R de t sur un intervalle AB comme étant une courbe fermée lorsque son extrémité coïncide avec son origine. Cette courbe est dite lisse si sa dérivée est continue et non nulle sur l'intervalle de définition AB. Elle est dite lisse par morceau si la courbe C est l'union d'un nombre fini de courbes lisses. Et enfin, la courbe C est dite simple si elle ne croise aucun de ces points entre ses extrémités. Par la suite, on considère sur cette figure une courbe lisse paramétrée par la fonction r de t
et une fonction de deux variables définie dans un voisinage de cette courbe. Ensuite, on va subdiviser l'intervalle AB en n sous-intervalles d'extrémité ti-1 et ti qui possèdent la même longueur. Après, on choisit un point ti étoile sur chaque sous-intervalle de l'intervalle AB et on considère la longueur delta SI comme étant la longueur de l'arc de la courbe C qui relie ces deux points. À partir de cette subdivision, on définit l'intégrale de f le long de la courbe C comme étant la limite de cette sommation. Il s'agit d'une approximation de l'intégrale curviligne de la fonction f sur la courbe C. Maintenant, on va présenter une expression qui permet de calculer une intégrale curviligne dans le plan, en considérant une courbe lisse du plan paramétrée par cette fonction et une fonction de deux variables définie dans un voisinage de cette courbe. Alors, on peut calculer l'intégrale curviligne de cette fonction f sur la courbe C en utilisant cette expression. Et à partir de cette définition, on peut calculer la longueur d'une courbe définie par ces deux équations en utilisant cette intégrale. C'est une notion similaire à celle qu'on a vue lorsqu'on a étudié les intégrales complexes. Pour maîtriser cette formule du calcul des intégrales curvilignes, on considère cette intégrale qu'on va évaluer sur le demi-cercle supérieur de rayon 1 centré à l'origine. D'abord, on précise la paramétrisation de ce demi-cercle par cette expression en considérant le paramètre t qui varie entre 0 et pi. Ensuite, on peut utiliser la définition en passant d'une intégrale curviligne à une intégrale réelle pour obtenir une intégrale classique qu'on peut calculer facilement. Si jamais la courbe C est lisse par morceaux, on peut décomposer l'intégrale curviligne de la fonction f sur cette courbe C suivant les différentes composantes de la courbe C. Et donc, sur chaque courbe lisse, on peut utiliser cette définition. De plus, on peut également calculer l'intégrale curviligne d'une fonction f seulement par rapport à x ou bien par rapport à y en utilisant l'une des deux formules. Prenons un exemple dans lequel on va calculer l'intégrale curviligne de cette fonction suivant le chemin C. Dans un premier cas, le chemin C représente un segment qui relie les deux points A et B. Et dans un deuxième cas, le chemin C représente l'arc de la parabole associé à cette équation et qui relie toujours les deux points A et B. Pour le premier cas, il suffit d'expliciter la paramétrisation du segment qui relie les deux points A et B en utilisant cette paramétrisation tout en considérant le paramètre t qui varie entre 0 et 1. On utilise la définition qu'on a déjà vue pour obtenir une intégrale réelle et qu'on peut calculer pour trouver la valeur de cette intégrale curviligne suivant le premier chemin C1. Pour la deuxième situation, où la courbe C représente l'arc de la parabole qui relie les deux points A et B, on peut considérer ici y comme paramètre et exprimer x en fonction de y. Et donc, la définition permet de passer d'une intégrale curviligne vers une intégrale réelle par rapport à y seulement, et qu'on peut calculer pour trouver cette valeur de l'intégrale curviligne sur la deuxième courbe C2. Maintenant, on va étudier les intégrales curvilignes dans l'espace en considérant toujours une courbe lisse paramétrée par cette fonction sur un intervalle AB et f est une fonction à trois variables définie dans un voisinage de cette courbe. Alors, l'intégrale curviligne de cette fonction sur cette courbe C est définie par cette expression.
Également, on peut intégrer cette fonction par rapport à x, par rapport à y, ou encore par rapport à z en utilisant ces formules. Considérons un exemple d'une intégrale curviligne de cette fonction sur une ellipse circulaire définie par ces équations où le paramètre t varie entre 0 et 2π. Pour évaluer cette intégrale, on va devoir utiliser la définition qui permet d'obtenir une intégrale classique, et donc la valeur de cette intégrale curviligne n'est autre que racine de 2 fois π. Un autre type d'intégration curviligne concerne cette fois-ci un champ vectoriel. Et donc, en considérant une courbe lisse et un champ de vecteurs défini dans un voisinage de cette courbe, l'intégrale curviligne de ce champ de vecteurs est définie par cette intégrale, qui représente en physique le travail fourni par le champ de force F pour déplacer une particule le long de la courbe C. Pour illustrer cette notion de travail fourni par un champ de force, on considère cet exemple où on s'intéresse à calculer le travail fourni par ce champ de force pour déplacer une particule le long du quart du cercle associé à cette paramétrisation où le paramètre t varie entre 0 et π sur 2. Pour calculer ce travail, on considère la paramétrisation de ce chemin qui représente le quart du cercle. Et ensuite, on utilise la définition qui permet de passer d'une intégrale curviligne à une intégrale réelle. Et on remplace après les différentes expressions du champ ainsi que la dérivée de la paramétrisation pour évaluer cette intégrale. Une deuxième formule qui permet de calculer l'intégrale curviligne d'un champ de force est représentée par cette formule si jamais on veut utiliser les expressions des composantes PQR du champ de force F. Pour justifier ce résultat, on peut utiliser la définition en considérant la paramétrisation R de t de la courbe C. Ensuite, on explicite les différentes composantes du champ F ainsi que les différentes composantes de la dérivée de la paramétrisation du chemin C. Et on calcule ensuite le produit scalaire de ces deux vecteurs pour établir le résultat de ce théorème. Passons maintenant à la troisième section dans laquelle on va établir une version du théorème fondamental des intégrales curvilignes qui concerne une courbe lisse paramétrée par R de t sur un intervalle AB et on considère une fonction qui possède un gradient continu. Alors, le théorème fondamental des intégrales curvilignes permet de calculer l'intégrale curviligne du gradient de f en ne considérant que le point d'arrivée et le point de départ du chemin d'intégration C. En effet, et en utilisant la définition, tout en considérant la paramétrisation R de t de la courbe d'intégration C, on peut remplacer par la suite le gradient de f par ses composantes et en calculant le produit scalaire du gradient de f et la dérivée de la paramétrisation du chemin C. C'est une opération qui permet de récupérer cette expression en utilisant la règle de chaîne. Et là, il s'agit d'une intégrale classique qu'on peut calculer sous cette forme. Autrement, l'intégrale d'un champ conservatif qui s'écrit sous la forme du gradient d'un potentiel ne dépend pas du chemin d'intégration. Il ne dépend que des extrémités de ce chemin. Pour illustrer l'objet de cette remarque, on s'intéresse dans cet exemple à calculer le travail fourni par ce champ gravitationnel pour déplacer une particule de masse m entre deux positions, le long d'un chemin C continu par morceau. Je précise ici qu'on ne détermine pas la nature du chemin qui lie les deux points, mais on peut calculer ce travail associé à ce champ gravitationnel
en remarquant que ce champ est conservatif puisqu'il s'écrit sous forme du gradient d'un potentiel déterminé par cette fonction. Et donc, en utilisant le théorème fondamental des intégrales curviligne, le travail fourni par ce champ gravitationnel est évalué en ne considérant que le point d'arrivée et le point de départ du chemin d'intégration, ce qui permet de calculer ce travail pour obtenir cette valeur. Plus généralement, on peut dire qu'une intégrale d'un champ vectoriel f est indépendante du chemin d'intégration si seulement si ces intégrales curvilignes sont égales, quels que soient les chemins d'intégration, qui possèdent les mêmes extrémités. Et à la base de cette définition, on établit dans ce théorème une condition nécessaire et suffisante pour qu'une intégrale d'un champ vectoriel soit indépendante du chemin d'intégration. Cette condition n'est autre que la valeur nulle de l'intégrale curviligne de ce champ suivant n'importe quel chemin fermé C. En effet, on commence par établir la première implication en considérant que l'intégrale curviligne de ce champ de vecteurs est indépendante du chemin d'intégration, et puis on considère un chemin fermé dans ce domaine D. Ensuite, on peut considérer n'importe quel deux points A et B dans ce domaine qui sont liés par deux courbes C1 et C2 qui constituent les seules composantes du chemin fermé C. Alors, on peut décomposer l'intégrale curviligne du champ de vecteur f suivant la courbe C en termes des deux intégrales suivant les deux courbes C1 et C2, en profitant de cette relation qui lie l'intégration sur le chemin C2 par rapport à l'intégrale sur l'opposé de C2. Et donc cet écart est nul puisque les deux chemins C1 et moins C2 possèdent les mêmes extrémités. Inversement, on suppose cette fois-ci que l'intégrale du champ de vecteur est nulle, quel que soit le chemin fermé d'intégration dans le domaine de continuité de ce champ. Dans ce cas, on peut choisir n'importe quel chemin C1 et C2 qui relie les deux points A et B, et ensuite on considère un chemin C composé de C1 et moins C2. Ce qui permet d'expliciter l'intégration curviligne de ce champ sous cette forme, qu'on peut réécrire en profitant encore une fois de la relation entre l'intégrale sur C2 et l'intégrale sur moins C2. Et donc, on obtient finalement que les intégrales du champ f sont égales, quels que soient les chemins d'intégration qui possèdent les mêmes extrémités. Notons que par la suite, lorsqu'il s'agit d'une intégrale suivant un chemin fermé, on peut désigner l'intégrale par ce symbole. Maintenant, on peut établir une condition suffisante pour qu'un champ de vecteurs soit conservatif. On considère un champ vectoriel continu sur un domaine D ouvert et connexe, c'est-à-dire d'un seul tenant et qui ne contient pas sa frontière. Si on suppose que l'intégrale curviligne de ce champ de vecteurs est indépendante du chemin dans le domaine D, alors ce champ de vecteurs sera conservatif sur le domaine D, c'est-à-dire qu'il dérive d'un potentiel F. Pour justifier ce résultat, on peut considérer n'importe quel point de coordonnées AB dans le domaine D, et puis on va construire le potentiel F sous cette forme en fonction des points dans le domaine D. D'après les hypothèses du théorème, l'intégrale de ce champ de vecteurs est indépendante du chemin, quelle que soit la nature du chemin qui lie les deux points de coordonnées AB et XY dans l'évaluation du potentiel F. Et puisque le domaine D est ouvert, il existe un disque à l'intérieur de D centré en XY et qui permet de choisir un point X1Y à gauche de ce point. Ensuite, on considère le chemin C composé de ce chemin C1 qui lie le point AB et X1Y, suivi du chemin C2 qui lie les deux points X1Y et XY.
Ensuite, on peut exprimer l'intégrale curviligne du champ de vecteur f suivant ce chemin C en termes des intégrales suivant les deux chemins C1 et C2, tout en remarquant que cette première intégrale ne dépend pas de x, et donc la dérivée du potentiel f par rapport à x sera réduite à la dérivée de la deuxième intégrale par rapport à x. Maintenant, si on exprime f en fonction de ses composantes p et q, et en remplaçant dans l'intégrale curviligne suivant le deuxième chemin C2, on peut remarquer que sur le chemin C2, y est constante. Ça veut dire que la variation infinitésimale dy est nulle. Après, on peut utiliser t comme paramètre pour réécrire cette intégrale sous cette forme qu'on peut calculer et obtenir par la suite l'expression de la dérivée de f par rapport à x, qui n'est autre que la première composante du champ de vecteur f. En utilisant un raisonnement similaire, on peut identifier la dérivée partielle du potentiel f par rapport à y à la deuxième composante du champ de vecteur, en considérant cette fois-ci un chemin C composé des deux chemins C1 et C2, où le chemin C1 relie les deux points AB et XY1, et le chemin C2 relie les deux points XY1 et XY, où on peut remarquer que le point XY1 figure au-dessous du point XY. Et dans ce cas, c'est la variable x qui est constante, contrairement au cas de la première situation où la variable y était constante sur le chemin C2. Et ainsi, en considérant ces deux égalités, on trouve que le champ de vecteur s'exprime en fonction du gradient du champ scalaire f qu'on a défini au départ. En ce qui concerne la condition nécessaire associée à un champ vectoriel conservatif, elle est déterminée par ce résultat en termes de cette égalité. C'est-à-dire, lorsqu'un champ vectoriel est conservatif de composantes p et q qui possèdent des dérivées partielles premières continues sur un domaine T, alors sur ce domaine, les dérivées partielles de p par rapport à y coïncident avec celles de q par rapport à x. En effet, on suppose d'abord que le champ de vecteur f est conservatif et possède des composantes p et q qui ont des dérivées partielles premières continues. Et donc, il existe un potentiel f dont le gradient coïncide avec le champ de vecteur grand F. C'est-à-dire que les composantes du champ de vecteur f s'expriment en fonction des dérivées partielles de f par rapport à x et y respectivement. Et dans ce cas, on peut utiliser le théorème de Clairaut qui permet d'identifier les dérivées secondes de f par rapport à x, y et par rapport à y, x, ce qui permet d'établir cette condition nécessaire associée à un champ vectoriel conservatif. Inversement, on établit dans ce théorème une condition suffisante pour qu'un champ de vecteurs soit conservatif. En considérant un champ de vecteurs de composantes p et q défini sur un domaine supposé être ouvert et simplement connexe, c'est-à-dire d'un seul tenant et qui ne contient pas de trou. Et toujours, on considère que les composantes p et q possèdent des dérivées premières partielles continues. Dans ce cas, cette relation est suffisante pour que le champ de vecteurs f soit conservatif. La justification de ce théorème sera établie comme conséquence du théorème de Green qu'on va voir dans la dernière section. On considère dans cet exemple ce champ de vecteurs de composantes P et Q défini dans R. La première question consiste à vérifier que ce champ est conservatif, c'est-à-dire il dérive d'un potentiel. Ensuite, on va chercher l'expression de ce potentiel. Et dans la troisième question, on va calculer l'intégrale curviligne de ce champ de vecteurs sur la courbe associée à cette paramétrisation. Pour vérifier que le champ est conservatif, il suffit de vérifier la condition suffisante, c'est-à-dire la correspondance entre la dérivée partielle de P par rapport à Y et la dérivée partielle de Q par rapport à X. Dans cet exemple, cette condition est satisfaite
ce qui implique que le champ de vecteur f associé est conservatif. Pour déterminer le potentiel dont dérive le champ de vecteur, on considère cette expression qui associe le champ de gradient de f et le champ de vecteur grand F. Après, on peut récupérer l'expression de f soit en intégrant la première composante p par rapport à x, ou bien en intégrant la deuxième composante q par rapport à y. Si on décide d'intégrer la première composante par rapport à x, on obtient cette fonction où g est une fonction constante par rapport à x, et qu'on va déterminer en dérivant cette expression par rapport à y, qui correspond en même temps à la deuxième composante du champ de vecteur. Et donc, on peut déterminer l'expression explicite de la fonction g en fonction de y. En regroupant ces deux résultats, on obtient finalement l'expression du potentiel f dont dérive le champ de vecteur. Et donc, dans la troisième question, on peut utiliser cette propriété associée à ce champ comme étant un champ conservatif, et en utilisant le théorème fondamental des intégrales curviligne, l'intégrale curviligne de ce champ de vecteur sur la courbe C est déterminée en fonction des positions finales et initiales de cette courbe d'intégration. Et en remplaçant ces quantités par leur valeur, on obtient la valeur de l'intégrale curviligne du champ de vecteur suivant la courbe C. Passons maintenant à la dernière section de ce chapitre concernant le théorème de Green. On précise d'abord que ce théorème explicite la relation entre une intégrale curviligne le long d'une courbe simple fermée C et une intégrale double sur la région D délimitée par cette courbe, tout en considérant que la courbe C est orientée positivement. Cette orientation sera très importante par la suite pour pouvoir appliquer le théorème de Green. Et donc, on considère une courbe simple, c'est-à-dire elle ne croise aucun point entre ses extrémités, fermée et lisse par morceaux dans le plan. Et on considère également la région D délimitée par cette courbe. On dit que cette courbe est orientée positivement si elle est parcourue dans le sens anti-horaire. À la base de cette définition, le théorème de Green permet de passer d'une intégrale curviligne suivant ce chemin fermé C de cette fonction de composantes P et Q à une intégrale double sur le domaine D délimité par cette courbe fermée de cet écart entre les différentes variations de Q et de P par rapport à X et par rapport à Y respectivement. Pour justifier ce théorème de Green, on considère le cas d'une région simple D. On précise d'abord que ce résultat sera prouvé si jamais on établit ces deux égalités. On commence par montrer la première égalité en considérant un domaine de type 1, c'est-à-dire la variable x varie entre deux constantes a et b, et la variable y varie entre deux fonctions continues g1 et g2. Ce qui permet par la suite de calculer cette intégrale double suivant le domaine D en explicitant les bornes des deux intégrales qui sera réduite à une intégrale simple. Ensuite, on peut calculer cette intégrale curviligne en décomposant le chemin fermé C suivant les chemins C1, C2, C3 et puis C4. Or, suivant le chemin C1, on peut considérer cette paramétrisation en considérant x comme paramètre entre A et B. Dans ce cas, l'intégrale curviligne de la composante P suivant ce chemin C1 est exprimée par cette intégrale classique. Ensuite, suivant le chemin moins C3, on peut considérer cette paramétrisation, toujours en considérant le x comme paramètre qui varie entre les deux constantes a et b, ce qui permet d'exprimer l'intégrale curviligne de P suivant ce chemin C3 en fonction de cette intégrale classique, tout en profitant de la relation entre l'intégrale suivant C3 et moins C3.
En ce qui concerne les chemins C2 et C4, on peut bien remarquer que x est constant et donc la variation infinitésimale de x est nulle, ce qui permet d'annuler les intégrales curviligne par rapport à x suivant les chemins C2 et C4. Et finalement, en regroupant l'ensemble de ces résultats, on peut bien exprimer l'intégrale curviligne de P par rapport à x suivant le chemin C en termes de ces deux intégrales qui correspondent exactement à l'expression de l'intégrale double qu'on a déjà établie auparavant. Pour établir la deuxième équation, on peut utiliser le même raisonnement que la première équation, mais en considérant un domaine de type 2, c'est-à-dire la variable y varie entre deux constantes c et t, et la variable x varie entre deux fonctions de y, h1 et h2 continues. Et donc, en considérant la sommation de ces deux équations, on obtient le résultat du théorème de Green. Considérons maintenant cet exemple où on veut devoir calculer cette intégrale curviligne en utilisant le théorème de Green. On considère que la courbe d'intégration est un triangle de sommets 0, 0, 1, 0 et 0, 1. La méthode classique consiste à décomposer le chemin C suivant trois chemins ou trois segments qui relient les trois points du triangle, mais en utilisant le théorème de Green, on peut passer de l'intégrale curviligne suivant le chemin C vers une intégrale double sur le domaine D délimité par ce chemin fermé. Et donc, en remplaçant les expressions des dérivées partielles de Q et P par rapport à X et par rapport à Y respectivement, on obtient une intégrale double facile à calculer. Un deuxième exemple d'une intégrale curviligne sur un chemin fermé qui représente un cercle centré à l'origine de rayon 3. Également, dans cette situation, le théorème de Green permet de passer de cette intégrale curviligne à une intégrale double sur le disque délimité par ce cercle de rayon 3. Et puis, on explicite ces dérivées partielles par rapport à x et par rapport à y respectivement, et en utilisant les coordonnées polaires, on peut calculer cette intégrale dont la valeur est 36 fois pi. Parmi les remarques qu'on peut noter à propos du théorème de Green, c'est que pour le cas particulier P et Q nuls, ce théorème permet de trouver une valeur nulle de cette intégrale double sur le domaine D délimité par la courbe C, quelles que soient les valeurs de P et Q dans cette région d'intégration. La deuxième remarque réside au niveau du sens inverse du théorème de Green, suivant lequel ce résultat permet de calculer les aires. Puisque l'aire du domaine D est donnée par cette intégrale double, alors on voudrait choisir P et Q qui vérifient cette égalité. Et là, on peut envisager plusieurs situations. Le premier cas lorsque P est nul et Q égale à X. La deuxième situation lorsque Q est nul et P égale à moins Y. Et la troisième situation lorsque P égale à moins 1,5 Y et Q égale à 1,5 X. Dans ce cas, et en utilisant le théorème de Green, on peut calculer l'aire de la région D délimitée par la courbe C en utilisant l'une de ces trois formules. Considérons un exemple pour le calcul de l'aire du domaine délimité par l'ellipse associée à cette équation. On commence d'abord par expliciter la paramétrisation de cette ellipse en considérant le paramètre t entre 0 et 2π. Ensuite, on peut utiliser la troisième formule de ce théorème de Green pour le calcul de l'aire, qui permet de passer d'une intégrale curviligne à une intégrale classique dont la valeur est égale à π fois AB. Finalement, on reprend ici le résultat de la condition suffisante associée à un champ conservatif qui représente une conséquence du théorème de Green. En effet, on considère un champ de vecteurs f de composantes p et q défini sur une région simplement connexe D
et dont les composantes possèdent des dérivées partielles premières continues qui vérifient cette condition suffisante sur D. Ensuite, on considère un chemin C simple et fermé dans D qui délimite une région R. Et donc, par le théorème de Green, on peut exprimer l'intégrale curviligne de ce champ de vecteurs suivant cette courbe fermée C en fonction de l'intégrale double sur la région délimitée par cette courbe. Et puisque le champ de vecteurs vérifie la condition suffisante, ça veut dire que cet écart est nul, et donc l'intégrale curviligne de ce champ est nulle, quelle que soit la courbe fermée. Dans le cas où la courbe C n'est pas simple, c'est-à-dire elle croise l'un ou plusieurs de ces points entre ses extrémités, on peut la décomposer en plusieurs chemins simples fermés et appliquer le théorème de Green suivant chaque composante. Ainsi, on peut établir que l'intégrale curviligne de ce champ de vecteurs est nulle, quelle que soit la nature du chemin fermé dans D. C'est-à-dire que cette intégrale curviligne est indépendante du chemin dans D d'après un théorème précédent. Ce qui permet de conclure que le champ vectoriel F est conservatif.